Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour prof du Web 31. C'est encore moi, je viens encore pour vous faire une nouvelle vidéo qui va parler cette fois-ci de la programmation en Angular et Spring Boot. Quelle belle vidéo. On verra ensemble ce que c'est ces deux langages, Angular et Spring Boot, qui sont des langages qui sont vraiment utilisés à l'heure actuelle dans le développement informatique. Et pour mettre les choses en ordre, on fera une application e-commerce qui va nous permettre de pouvoir mettre en pratique ce que nous allons apprendre de ces deux langages, et je pense qu'on ne sera pas déçu. La même application sera aussi faite dans la vidéo qui sera faite pour à partir PHP. On verra le même cas, le même étude de cas qu'on étudiera, qu'on mettra en place pour traiter la partie PHP. Bien avant cela, comme dans la vidéo passée, je vous ai dit, quand vous venez dans notre chaîne, Prof du Web 31, quand vous vous abonnez, au début, quand vous n'êtes pas encore abonné, le bouton est rouge. Vous verrez que ce bouton est rouge. Abonnez-vous et likez pour nous encourager dans ce travail. Et ensuite, surtout, ne pas oublier, au niveau de la cloche qui est juste à côté du bouton abonner, de pouvoir choisir l'option toute, afin que vous soyez notifié en temps et en heure de toutes nos vidéos. Car par défaut, les robots YouTube sont mis par défaut à l'option personnalisée et ne vous envoient des mails de manière aléatoire. Et il peut se faire que la vidéo a été mise en ligne il y a un jour, il y a quelques heures, et vous n'êtes pas alerté ou vous n'êtes pas notifié. Par contre, quand vous êtes abonné et que vous venez cocher l'option toute, là, dès qu'une vidéo est mise en ligne, immédiatement vous êtes avisé pour que vous puissiez venir voir la nouvelle formation que je puis mettre pour vous. Donc, merci beaucoup pour cela. Tenez en compte. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui nous ferons tout ce qui est Angular et Spring Boot. Angular et Spring Boot. Une application qu'on va mettre en place de e-commerce qui va se baser sur ces deux langages. D'un côté Angular, qui est un langage côté front. Quand je parle du côté front, je vais expliquer, c'est la partie cliente, et le côté back qui est la partie serveur, on utilisera le langage Spring Boot. Bien avant cela, je voulais par un petit schéma vous montrer ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture client-serveur. C'est quoi une architecture client-serveur? C'est l'échange aujourd'hui qu'on fait, l'échange de flux d'informations aujourd'hui qu'on fait en informatique entre la partie cliente qui demande le service auprès du serveur qui lui rend le service. C'est un peu comme je vais au restaurant, on me propose une carte et je fais une demande de tel menu et après on me l'amène. Ou s'il n'y en a pas, on me dit que non, ce menu-là est épuisé, il faudra en choisir un autre. C'est un peu le même fonctionnement que aujourd'hui qui se passe dans le domaine de l'informatique quand on a à développer des applications client-serveur. D'où ce schéma. Comme vous pouvez le voir, on a la partie cliente, on a un utilisateur devant son PC qui fait une demande d'une requête auprès de l'entité serveur qui est représentée par là. La requête qui est émise au niveau du serveur, il y a plusieurs composants. Il y a des composants, on parle de l'architecture MVC, Model View Controller, que j'aurai à vous expliquer aussi. Donc, quand la requête du client quitte de chez lui, donc en partant du navigateur, pour aller vers le serveur, il passe par une première phase de contrôle, un premier bloc qu'on appelle le contrôleur. Quel est le rôle du contrôleur? Le contrôleur a pour rôle de réceptionner les demandes du client. Moi, client X, je veux pouvoir accéder à la page web Y. Par exemple, quand on va sur Internet, quand on va sur le site, par exemple, google.fr, je vais prendre l'exemple google.fr. Quand on va sur google.fr, moi je suis client par le navigateur Chrome qui est là, je fais une demande au serveur de Google. Donc, pour venir illustrer, je suis là, ma requête que j'ai symbolisée par cette flèche passe par là. Et l'application qui a été développée au niveau du serveur Google, dans son sein, il y a ces blocs qui viennent par là. Il y a un contrôleur qui réceptionne ma demande de page
HTML que j'ai demandé, lui, après, à son tour, il les redirige vers les modèles. Les modèles, en fait, c'est la partie ou l'entité qui traite tout ce qui est partie fonctionnelle ou la logique métier d'une application. Il est en collaboration avec une partie stockage des données qu'on appelle la base des données de l'application qui est là. Une fois que ma requête est arrivée, le mécanisme mis en place passe récupérer. La requête est récupérée par le contrôleur, la demande de la page, bien sûr, est récupérée par le contrôleur, ensuite transmise par le modèle qui peut faire ou non une demande au niveau de la base de données s'il a des informations ou pas. Ensuite, il retourne ces informations à la personne qui lui a demandé, c'est-à-dire le contrôleur, et après, à son tour, le contrôleur renvoie le message vers la partie view, qui est en fait la partie présentation du résultat, présentation de la réponse. Et la vue, là, va renvoyer maintenant les informations auprès de mon client et vous verrez l'affichage comme tout à l'heure. J'ai demandé la page google.fr au serveur de Google et Google m'a répondu et j'ai vu la page s'afficher. C'est le même principe qui se passe quand je vous explique la schématisation d'une application. Par exemple, l'application qu'on va devoir mettre en place, l'application d'e-commerce, on va le voir tout à l'heure, ça passe par là. Donc, on va faire une demande de la page qu'on veut, qu'on désire visualiser. La page va devoir transiter via une entité qu'on appelle le contrôleur qui lui va communiquer avec le modèle. Ensuite, ce dernier va devoir dialoguer ou pas avec la base de données et retourner l'information au contrôleur qui va l'adresser à la vue afin de pouvoir nous la rendre ou pas. Du coup, comme je dis, c'est avec ces deux langages que nous allons aborder cela. Et là, on va voir le premier langage, Angular. Je dis ici Angular en quelques mots. C'est-à-dire, je vais présenter Angular, ces concepts clés, ceux qui seront abordés dans ce cours. Cette partie est fondamentale. Pourquoi? Parce que vous verrez dans la suite, dans le développement concret de l'application e-commerce, on sera amené à pouvoir faire appel à ces genres de notions. Ça sera des notions de base. Il faut qu'on puisse les avoir en tête. Parce qu'une fois que ces notions ne sont pas bien assimilées, ne sont pas bien comprises, par la suite, il y aura des incompréhensions ou il y aura des choses qui vont nous passer au-dessus et nous ne serons pas à même de bien comprendre. Voilà pourquoi je fais un petit récapitulatif de quelques informations clés concernant Angular. J'en ferai pareil pour Spring Boot avant de pouvoir qu'on puisse se lancer dans la conception de l'application et ensuite le développement et enfin les tests et enfin la mise en production ou le déploiement de l'application. Donc, pour Angular, si vous voulez, Angular, déjà, le site officiel de Angular, c'est angular.io. Là, vous aurez toutes les informations. Il y a la documentation, il y a tout ce qui est... Bon, il y a une page Get Started qui vous montre comment commencer à développer un nouveau projet Angular. On vous explique tout. Et là, moi, je vais vous donner les points clés qui vous permettront de pouvoir synthétiser les informations qui sont au niveau de l'application ou du site officiel angular.io et ensemble, on pourra avoir des bagages solides pour pouvoir faire l'application e-commerce que nous avons besoin. Angular en quelques mots. Angular et AngularJS. Vous voyez que le nom se ressemble. Angular et AngularJS. Angular est le successeur d'AngularJS. AngularJS, c'est lui qui a commencé au départ. Il y avait une version AngularJS qui a commencé. Ensuite, aujourd'hui, Angular a pris le commandement. C'est un framework Google. Donc, la maison Google, c'est elle qui est à l'origine de ces langages-là. Donc, Google, c'est elle qui porte, la maison Google porte ces langages de développement qu'on appelle Angular. Donc, ça permet de réaliser l'application web qu'on appelle SPA. SPA, c'est simplement pour dire Single Page Application. Par SPA, on entend des applications qui ne disposent que d'une seule page. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand on développe des applications, vu qu'il y a plein d'informations à montrer à l'utilisateur, du coup, on est amené à faire plusieurs pages. Avec la technique de
single page application, on n'a qu'une page centrale, index.html. Et qu'est-ce qui est fait maintenant? Toutes les ressources JavaScript, CSS et index.html sont chargées au premier appel. Et ensuite, le reste, ce sont les interactions qui se font avec du langage JavaScript. N'hésitez pas, je passe un peu rapide sur le langage CSS, JavaScript, parce que j'imagine que le public qui est en face de moi comprend ces différents concepts. Sinon, faites-moi toujours des commentaires au niveau de la chaîne pour pouvoir revenir sur certaines notions de ce langage-là si vous en avez besoin. CSS ou JavaScript, on les abordera. Donc, comme je disais, les ressources sont chargées dès le départ et après, l'expérience utilisateur est améliorée. On favorise les interactions rapides avec ces derniers. Qu'est-ce qu'il faut encore retenir? Toujours avec Angular. Qu'est-ce qu'on doit retenir d'AngularJS? Au niveau de la déclaration de route. Le route, c'est un mécanisme qui permet de pouvoir afficher les contenus de différents moyens. C'est-à-dire, on a une page, pour afficher notre contenu, on utilise le route. Et ça, c'est qu'on doit retenir d'AngularJS sans bien entrer dans le détail d'AngularJS. Ce qu'il faudra retenir qu'AngularJS fait la déclaration de route. Ce qu'il faut retenir qu'un routeur est défini par une template HTML, par un template HTML qui permet de décrire la vue, c'est-à-dire la partie HTML, et le contrôleur qui décrit un peu le comportement de la partie HTML, ou la logique, si vous voulez. Le template, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur des directives qui n'ont que pour rôle d'ajouter des comportements à des éléments du DOM, donc les éléments HTML. Angular aussi, qui est venu à la suite d'AngularJS, adopte ces mêmes modes de fonctionnement, mais il a apporté une nouveauté, quelque chose d'innovant qu'on appelle aujourd'hui le concept des components. Avec Angular, tout est component. Une application Angular est découpée en plusieurs components. On ne peut pas parler d'Angular ou d'application développée en Angular sans parler des components. On va le voir dans la suite. Angular et les components. C'est quoi un component? Un component repose sur certaines règles. Parmi les règles, il y a la gestion de la vue. Il ne gère que la vue et ses données. Donc, il ne modifie pas les DOM. Chaque component a son propre cycle de vie. Le cycle de vie d'un component, c'est-à-dire la partie, donc les différentes étapes de sa vie. Donc, la naissance d'un component, sa création, les différentes étapes. Donc, on crée les components. Il y a la partie constructeur qui instancie l'objet. Il y a la partie initialisation. Et jusqu'à ce que la partie, on va la détruire ou il va arriver à sa fin. Donc, chaque component a son cycle de vie. Par contre, les différents components communiquent entre eux via des événements qu'on verra. Donc, il n'y a pas d'interaction directe entre les components. Aussi, on va voir Angular et ECMAScript 6. C'est quoi ECMAScript 6? C'est le nom de la dernière version de JavaScript. Angular, c'est un langage qui s'appuie très fortement sur du JavaScript. Voilà pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, que si vous avez besoin de notions de JavaScript, n'hésitez pas à me faire des commentaires pour que je puisse revenir. On en aura tellement besoin pour ces langages, pour ces développements qu'on va faire ici. Angular s'appuie fortement sur JavaScript et notamment sur sa dernière version qu'on appelle ECMAScript. Qu'est-ce que cette dernière version a apporté que Angular aujourd'hui met en place? ECMAScript a apporté plein de nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau de la syntaxe. Au niveau de la syntaxe, nous avons les mots-clés comme les mots-clés classe et les mots-clés let, qui permet pour l'un de déclarer une classe et pour l'autre de déclarer une variable locale. Hormis cet apport au niveau de mots-clés classe et let, ECMAScript 6 a aussi apporté les fonctions fléchées. Par la fonction fléchée, vous avez la structure de la fonction fléchée, vous avez un paramètre entre les parenthèses, suivi d'une flèche, et au niveau des accolades, on a le corps de la fonction. Donc, un exemple, imaginons qu'on veut faire
un événement clique sur un bouton, on veut activer un événement clique sur un bouton, et on appelle, d'un côté, je vous ai mis l'ancienne méthode, et de l'autre, vous avez la nouvelle méthode avec ECMAScript 6, donc qui met en place les fonctions fléchées. Aussi, avec ECMAScript, tous les navigateurs ne fonctionnent pas avec ECMAScript 6. Le seul souci, c'est ça. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour pallier à ça? Il y a l'usage d'un transpilateur qui fait la conversion du code ECMAScript 5, qui est la nouvelle version, en l'ancienne version ECMAScript 5, qui est quasiment couvert par tous les navigateurs, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, ainsi de suite. Ce qu'il faudra encore savoir sur Angular et TypeScript. C'est quoi TypeScript? TypeScript, c'est une surcouche de JavaScript qui permet des typages via des annotations. On verra ces langages-là qui donnent un plus au niveau de le langage Angular. Aujourd'hui, Angular s'appuie très fortement sur ce langage de TypeScript. On le verra par la suite. Il est devenu le langage de prédilection, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aussi, TypeScript permet de pouvoir nommer d'une manière des variables. Nous voyons comment il le fait. Il y a le mot-clé var qui est connu des gens qui connaissent le langage JavaScript, hein. C'est pas nouveau. Var, on déclare notre variable, price, on met 2 points et on met le type. Donc, la déclaration des variables avec TypeScript, c'est fait par le mot-clé var ou le mot-clé let, suivi du nom du variable, 2 points et le type qui vient après. Ainsi que l'affectation d'une valeur qui va avec, qui reflète le type qui est affecté à la valeur, qui est attaché à la valeur. Du coup, vous avez vu l'exemple de 4 variables. Il y a la variable price qui est de type number. Il y a la variable prénom qui est de type string, une chaîne de caractères. Il y a la variable isDown qui est de type boolean. Et il y a la variable array number qui est de type array, un tableau. Ensuite, il y a le TypeScript et les fonctions. TypeScript définit des fonctions différemment. Comme vous pouvez le voir, il y a le mot-clé function avec le nom de suivi du nom de la fonction, entre parenthèses, nos différents paramètres, et 2 points, le type de retour. Là, on voit que le type de retour, c'est un objet de type héros. Et à l'intérieur, on a le corps de la fonction. Et là, on va voir aujourd'hui, après cette introduction, l'application e-commerce que nous allons développer ensemble avec vous. Je vais les présenter. Qu'est-ce qu'on va faire comme travail dans ce cours? Il y aura une série de vidéos dans laquelle on va travailler ensemble sur ces sites de vente de produits bio que j'ai appelé BioFood 31. Chez BioFood 31. C'est ça notre challenge. On va devoir développer en Angular et en Spring Boot cette application de vente de produits en ligne. Une application e-commerce chez BioFood 31. Il y a quelques spécifications. Comment ça va se mettre en place? J'ai dit que les clients qui visitent la page d'accueil ont la possibilité de choisir une catégorie de produits en cliquant sur l'image correspondante. Donc, le rendu qu'on voudrait avoir sur le site est celui-là. On aura, quand on arrive sur la page d'accueil, on a 4 catégories, donc qui est représentée par les images. On a la catégorie viande, la catégorie légumes, la catégorie pain, la catégorie fromage, ainsi qu'un mot de bienvenue. On a notre article, notre panier qui est vide, qui nous signale qu'il est vide, et le logo de notre site qui est là. Donc, ça, c'est quand l'utilisateur arrive au niveau de la page d'accueil, il a cette vue qu'on doit lui proposer. Ensuite, une fois la catégorie choisie, imaginons que l'utilisateur a choisi la catégorie viande ou la catégorie fromage. Où est-ce qu'on va le rediriger après? Il sera redirigé vers la liste de produits de la catégorie. Et là, il pourra choisir les produits et les ajouter au niveau du panier en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Ensuite, il peut naviguer dans les catégories au menu de haut. Dès que le panier n'est plus vide, le lien panier et terminé d'achat apparaissent en haut à côté de l'icône du panier.
très important. Du coup, le rendu qu'on attend de nous, c'est celui-là. Donc, une fois que l'utilisateur choisit une catégorie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il choisit la catégorie viande, il doit être redirigé vers ici. On a les viandes qui sont là, il a un panier, donc il y a les viandes, ainsi que donc la viande, il y a le prix et le panier. Du coup, il peut ajouter les différents produits dans son panier, et dès que le panier n'est plus vide, parce qu'imaginez-vous, au départ, quand il arrive, le panier est vide, il a 0 article. Et une fois qu'il commence à ajouter, après avoir sélectionné une catégorie et les produits qu'ils sont offerts, on pourra voir que le panier va devoir changer. Il y aura un nombre d'articles qui vont devoir apparaître. Il sera plus 0. Et là, consigne, dès que l'article apparaît, on doit avoir comme on l'a dit, le lien panier et terminer d'achat qui doit apparaître. Donc, qui est là. Voilà. Terminer d'achat et continuer d'achat qui doit apparaître dès que le panier n'est plus vide. Ensuite, l'application doit permettre de pouvoir, on peut visualiser les paniers. Voilà. Lors de la visualisation du panier, les clients peuvent changer les quantités grâce au bouton mettre à jour. Voilà. La possibilité qu'il lui est donnée de pouvoir changer le panier. Donc, voilà. Ou il peut le vider sur les paniers et revenir à la cesse des produits. Voilà. Puis, continuer ou acheter. Donc, là, ce qu'on attend de nous, de pouvoir produire cet écran. Ensuite, une fois qu'il est dans son panier et qu'il est résolu de pouvoir finaliser sa commande, la finalisation de la commande commence par l'enregistrement des informations personnelles des clients dans le formulaire prévu à cet état. Les montants de la commande, le frais est rappelé à l'appui du bouton enregistrer. À l'appui du bouton enregistrer, des contrôles de validité sont effectués. Quand les données sont correctement saisies, la commande est traitée par le site qui affiche une page de confirmation. Et cela, on peut le voir ici. Donc, une fois que la commande est finie, validée, on va lui demander de pouvoir enregistrer. Donc, l'écran qu'on va devoir rendre à l'utilisateur une fois qu'il est prêt à pouvoir finaliser sa commande est celui-ci. Donc, vous voyez, on a un formulaire où on va lui demander de pouvoir renseigner certaines de ces informations, notamment son nom, son prénom, son mail, son téléphone, son adresse, ainsi que sa carte de crédit. À droite, on va devoir lui permettre de pouvoir faire 2 choix, la livraison le lendemain, garantie, les frais de renseignement. On lui rappelle ces informations, on lui fait le prix total par rapport à ce qu'il a pu prendre comme commande dans son panier, et dès qu'il clique le bouton enregistrer, on aura la page de confirmation qui lui sera donnée et le contenu qui va avec. Voilà. Une fois qu'il a appuyé sur le bouton enregistrer, votre commande a été traitée avec succès et sera livrée dans les 24 heures. Voilà. Merci de noter votre numéro de commande. Contactez-nous chez Food31 en cas de difficulté. Merci de votre visite. On a un récapitulatif du résumé de sa commande et ainsi que sa date de livraison, l'adresse de livraison où il doit être livré, ainsi que le prix. Donc, voilà un peu pour cette première vidéo introductive de notre application e-commerce de vente en ligne qui permettra de pouvoir mettre en place le langage Angular et le langage Spring Boot. Et la même vidéo, je vais la faire aussi pour le cours de PHP. On verra PHP sans framework et PHP avec framework, avec le même étude de cas qu'on va devoir traiter pour pouvoir avancer tous ensemble. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre chaîne. Merci, au revoir.